19e Festival international du film Aventure et Découverte, ici à Val d'Isère, dans ses locaux, au Centre des Congrès, avec le président du festival, Antoine de Maximi. Bonjour. Président du jury, attends. C'est le président du festival. Oui, je sais pas, oui. Alors, je suis très honoré. Oui, Très honoré. c'est-à-dire le VIP numéro 1 du festival, c'est vous. Non, j'assume pas. La présidence du jury, pour le moins. Oui, je suis ravi, je suis super content. C'est pas la première fois que vous venez à Val d'Isère. Non, je suis venu il y a... Je pense que la première fois que je suis venu, c'était dans un chalet où on louait un lit simplement, il y a bien 25 ans, hein, 30 ans peut-être, je sais pas. Non, mais c'était à l'occasion du festival. Ah non, et après je suis revenu, d'accord. je pense qu'à Val d'Isère, je suis venu au moins 5 fois, Ouais. dont une fois pour une édition du Festival de Val d'Isère dans les premières éditions, et une autre fois pour venir faire un film sur les marmottes qu'on a tourné dans la réserve de la Sassière. Dis donc. Voilà, il y a 15-20 ans, ouais. Ouais, ça peut être À l'époque, je filmais. Ça peut être de En l'aventure 16. aussi. Hein. Oui, c'était... Et d'ailleurs, j'ai eu un scoop ici à Val d'Isère. J'ai eu un scoop parce que j'ai filmé un infanticide de marmotte. Moi, j'étais dans mon comment on appelle ça, hein, mon affût. Ouais. Et à un moment, j'ai filmé une marmotte adulte qui tuait un bébé. Et le scientifique qui s'appelait Gérard Coulon, il me semble, avait jamais pu faire accepter sa publication parce qu'elle était par déduction. Il avait déterminé qu'il y avait des infanticides chez les marmottes. Et moi, je l'ai filmé. Il a pu faire cette publication dans une revue scientifique, je ne sais plus laquelle. Donc c'était en été. Et c'était en été, ouais. Très bien. Et le ski ici à Val d'Isère, non jamais. Moi, je suis le king du chasse-neige sur les pistes noires, hein, attention. Ah oui. Non, je suis un très mauvais skieur, mais à l'époque, j'en ai pas fait depuis longtemps. Mais je passais un peu partout, ouais. Pourquoi Mais, à l'époque? Parce que j'en ai pas fait depuis un moment du ski. Je sais plus quand j'en ai fait, mais je suis pas un grand sportif. Ça sera l'occasion de vous y remettre pendant ce festival? Oui, alors hier, j'étais avec ma fille et la copine de ma fille qui n'a jamais fait de ski. Donc j'ai fait savonnette, c'est-à-dire le petit tire-fesse. Mais c'est un début. Ça met une remise en jambe très 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 progressive, c'est raisonnable. Alors Antoine, parlons de ce festival. Tout d'abord, cette première approche, ce premier contact aujourd'hui avec ce festival, quel est-il? Sincèrement, il est très bon parce que on est quand même très bien reçu, très très bien reçu. Et bon, pour l'instant, j'ai pas vu grand monde, mais très bonne ambiance, quoi. Sincèrement. Vous allez partager cet aréopage de personnalité qui va choisir le Grand Prix du festival avec deux autres membres. Oui. En tant que président, désolé de le dire, Ouais. quelle est l'orientation que vous voulez donner justement à ce festival et à votre choix quant au film qui gagnera? Moi, j'ai une particularité dans les documentaires que je fais avec J'irai dormir chez vous et en règle générale, je n'aime pas arriver avec une idée préconçue. Donc, je n'ai absolument aucune idée, aucun axe, aucune direction préparée. Donc, je ne peux répondre à la question que non, je ne sais pas, je vais regarder et je vais voir. Oui, vous auriez pu me dire c'est l'aventure humaine qui m'intéresse ou au contraire l'aventure technique? Non, parce que d'abord, je suis intéressé par ces différents domaines et en plus, c'est sincèrement les films qui vont déterminer, donc la sélection de films qui va déterminer dans quelle direction moi je vais m'orienter. Après, il y a les autres membres du jury qui vont avoir des avis probablement, peut-être en tout cas différents et on va discuter. Mais vraiment, je ne pars pas en me disant le festival c'est aventure et découverte, on va partir dans cette direction-là. Maintenant, si quelqu'un fait quelque chose d'exceptionnel dans un domaine, il est probable que ça va nous toucher. Voilà. Alors, vous ne manquez pas d'activité, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, ça je confirme. Le personnage Antoine de Maximi est plus connu depuis qu'il fait son émission J'irai dormir chez vous. Alors qu'avant, il y a eu quand même un bonhomme qui a fait quand même son chemin. Notamment, j'ai lu votre CV, correspondant de guerre, en tous les cas, filmeur de guerre. Oui, c'est vrai. Aventurier quand même. Vous avez parcouru plus de 80 pays, d'après ce que j'ai lu. Oui, maintenant, je pense que je frise la centaine. Ouais. En fait, j'ai eu différentes parties dans mon parcours, avec effectivement du reportage de guerre pendant quelques années pour CBS News. Ouais. Mais à l'époque, j'étais ingénieur du son, je n'étais pas journaliste. D'ailleurs, je ne suis toujours pas journaliste. Et c'était vraiment... je pense que c'est la partie où j'ai le plus
vécu ce qu'on pourrait appeler l'aventure. Et c'est marrant parce que justement, les reporters de guerre ne prennent jamais le terme, ne reprennent jamais le terme d'aventurier. C'est curieux. Alors que c'est eux qui prennent le plus de risques et qui font les trucs les plus exceptionnels. Et bon. Ensuite, j'ai une grande partie où j'ai fait du cinéma animalier, dont Le son du peuple singe, qui était sélectionné à Cannes, de Gérard Vienne, produit par Jacques Perrin. Et puis, après, j'ai eu une très grande période où j'ai fait des films d'expédition comme réalisateur. Et là, j'ai vraiment, vraiment eu la chance de faire des expéditions réellement exceptionnelles. J'ai plongé en sous-marin à 5000 mètres avec le sous-marin de l'Ifremer, le Nautile. Ça, c'est quand même 2 heures de descente, 4 heures au fond de la mer, 2 heures pour remonter. C'est exceptionnel, avec des hublots, donc on voit le fond de la mer. J'ai fait des expéditions avec le radeau des cimes, ce dirigeable qui dépose une plateforme sur la forêt en Amazonie et dans des forêts primaires, etc. C'est absolument exceptionnel. J'ai fait 4 expés. Oui, sur la canopée. Ouais. D'ailleurs, c'est eux qui ont vulgarisé ce mot canopée qui était totalement inconnu au début. Et puis des expéditions dans des gouffres de glace du Groenland, dans des falaises au Mexique où on a découvert avec des fouilles archéologiques des enfants sacrifiés, enfin des expéditions qui étaient vraiment, vraiment exceptionnelles. Et puis il y a J'irai dormir chez vous. Et puis à un moment j'en ai eu marre, je me suis dit j'ai envie de retrouver une certaine liberté, je vais me retrouver avec... je voulais plus avoir des gros budgets pour faire mes films. Et je voulais partir tout seul, je voulais aller à la rencontre des gens normaux, parce que tous les gens dont j'ai fait des portraits, que j'ai filmés, c'était toujours des gens exceptionnels. Et en fait, c'était une idée totalement saugrenue, décalée, dont personne n'a voulu au début, et qui dure depuis 11 ans, avec, j'en ai tourné 46 épisodes, 3,90 minutes, des 26 minutes. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai produit, en comptant les bonus, 70 heures de programme. Ouais. Avec 3 caméras sur vous. Voilà, alors 2 caméras fixées sur moi petites, des paluches, qui sont des prototypes uniques, faits pour moi, et qui sont beaucoup, beaucoup plus sensibles que les caméras, les paluches sportives qu'on voit maintenant. Et une 3e caméra de poing, toute bête, mais de très bonne qualité. Et avec ce matériel-là, je pars tout seul. Et je peux me retrouver, par exemple, en train... C'est des trucs quand même, je suis assez content. De me retrouver, par exemple, aux États-Unis, en train de faire du stop, avec tous mes bagages, c'est-à-dire j'ai en tout, à l'époque j'étais un peu plus lourd, j'avais 25 kilos, je fais du stop pour de bon, je ne fais pas une séquence où je fais du stop, non, je me déplace en stop, et si une voiture s'arrête, je peux filmer sur 3 axes, tout seul. Je trouve que j'ai été arrivé à optimiser quand même le truc, voilà. Ouais. Je me permets d'être content. Tiens. Vous en avez le droit. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous partez vraiment seul. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de pipeau dans ce que vous faites. Non, je pars vraiment seul. On pourrait se dire, il y a une équipe derrière. Il y a plein de gens qui sont seuls à l'image et qui sont très entourés. Ouais, c'est ça. Mais non, moi, je suis réellement tout seul. Et surtout, la deuxième chose qui est quand même une particularité, et je pense que c'est aussi ça qui a fait un peu l'essence de la série, c'est en totale improvisation. C'est-à-dire que l'épisode pour lequel je suis allé le plus loin, c'est un épisode où j'ai commencé, j'étais devant la carte du monde, en train de faire le gosse de riche en disant « Ouais, non, je ne vais pas aller là, je ne sais pas », avec mon producteur qui était à côté, qui rigolait. Et j'ai dit « Tiens, je vais faire un truc que je n'ai jamais fait. Je vais partir sans savoir où je vais. » Et donc, j'ai commencé le tournage à l'aéroport. J'avais demandé une autorisation de tournage et je suis allé au guichet. J'ai dit « Voilà. » il était 16h, je veux partir aujourd'hui, moins de 4 heures de vol, je n'ai pas de visa et je vais aller dans un pays où je ne suis jamais allé. Et c'est comme ça que je suis allé en Grèce. On ne peut pas préparer moins. Là, c'est vraiment... Et en fait, l'improvisation, c'est quelque chose de capital. Parce que quand tu ne prépares pas, tu n'as pas d'objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, tu es totalement disponible. Même quand tu pars en vacances l'été, si tu dis « je vais aller voir Pierre, Paul et Jacques », eh bien, déjà, quand tu vas être sur les deux, tu t'es fixé toi-même une contrainte. Et quand tu vas être sur la route entre Pierre et Paul, eh ben, s'il y a un truc, tu n'iras pas. Parce que Paul, il t'attend. Alors, je suis fan de l'émission, je la regarde assez régulièrement. Et je me dis, mais bon sang, bonsoir, ce soir, va-t-il dormir quelque part ? Est-ce que vous vous dites la même chose ? Alors, je ne me dis pas la même chose, mais il y a une chose importante que je dis et que je redis, et qui est dit dans plusieurs épisodes, mais je ne peux pas le dire à chaque fois, ça serait ridicule, c'est que je voyage tout seul, j'ai beaucoup de matériel, et donc je vais les 3/4 du temps, 95% du temps, je prends un hôtel en arrivant et je pose mes affaires.
Je veux dire, c'est pas Pékin Express où on ne sait pas où je vais dormir, etc. Non, moi je pose mes affaires et après je vais, on pourrait dire, chasser. Oui. Je vais essayer de trouver le personnage, la rencontre. Mais si ça marche pas, très souvent je rentre à l'hôtel. D'accord. Il y a des fois où j'en ai pas. En général, c'est quand j'ai un véhicule, parce que s'il faut faire 100 km pour en trouver un, je le trouverai. Ça m'est arrivé de ne pas avoir d'hôtel, pas de véhicule. Ça, c'est très, très intéressant, mais tu te rends compte que c'est beaucoup plus difficile. Et ça permet de garder l'élégance. Parce que quand tu es aux abois, peut-être un peu dans certaines fois, dans l'émission justement Pékin Express, tu vas forcer au-delà de ce que je trouve élégant. Alors que moi, je n'ai pas besoin de ça. Donc, je peux préserver l'authenticité et le respect dans les rapports humains. Quoi. Cela dit, on s'aperçoit que le monde entier est super gentil, super sympa, très ouvert. Enfin, non ? J'ai quand même cette impression-là. Moi, je pense que tu as à peu près 95%, 90%, 18% des gens qui sont accueillants, qui ont plein de points positifs, en fait. Mais c'est très souvent à toi, avec ton ouverture et ta légèreté, de débloquer cette espèce de protection qu'ils peuvent avoir au début. Et puis, il y a 2% de gens dont il faut se méfier, et il ne faut pas les oublier, ceux-là. Alors justement, on s'en méfie et on se fait peur des fois ? Oui, des fois, je me suis fait peur, ça c'est clair. Mais bon, voyageant quand même depuis, je ne sais pas, 35 ans quand même. Oui. C'est vrai que je suis plus affûté. Quand on a fait du reportage de guerre pendant 2 ou 3 ans, on a appris des choses de manière intuitive sur la nature humaine, parce que les gens sont dans des situations où tout est exacerbé, etc. Donc j'ai forcément appris beaucoup de choses pour sentir venir les choses, les problèmes. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas une science exacte. Et ça, il faut jamais l'oublier. Tu peux... En fait, ce qui est dangereux, c'est le vrai escroc. C'est-à-dire le mec qui est sympa et qui est en même un gros traître. Et puis celui-là qui est avec la caisse, quoi. Voilà, ça c'est dangereux. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malhonnêtes, etc., mais ils le portent un peu sur leur gueule quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Il y a le délit de sale gueule, ça existe. Mais oui, ça bien sûr. Le délit de sale gueule, c'est comme plein de choses, c'est un mauvais terme. Parce qu'on l'a déformé en disant le délit de sale gueule, c'est mec en fonction de ses origines, qui est contrôlé, etc. C'est pas ça un délit de sale gueule, en tout cas pour moi. Un délit de sale gueule, c'est que tu sens que le mec, il porte sur sa gueule qu'il n'est pas clair dans son regard, etc. Et ça n'a rien à voir avec sa nationalité, ses origines, etc. C'est ça le délit de sale gueule, pour moi. Et donc, oui, tu sens le mec qui est pas... Il tourne autour du machin, il n'est pas... Et effectivement, bien sûr, je m'en sers pour tenter de repérer les gens qui sont les plus... qu'il faut éviter, quoi, simplement. Ouais. Le monde est beau ? Il est plutôt beau et en même temps, je suis très inquiet pour l'avenir de manière beaucoup plus globale. Pourquoi ? Le réchauffement climatique, si c'est vraiment ce qu'on nous dit, je sais très bien, parce que je connais un peu la nature humaine, qu'on ne commencera à vraiment bouger que quand ça sera... Déjà, je pense que c'est trop tard, une grande partie. Mais je pense que les vraies décisions radicales seront prises que quand on ne pourra pas faire autrement. Elles ne seront pas prises avant. J'y crois pas une seconde. Pas une seconde. Ouais. Désolé, je ne suis pas très optimiste là-dessus. Je vois ça. J'ai le souvenir d'une belle émission de J'irai dormir chez vous qui a cartonné, véritablement. C'est celle aux États-Unis. Oui, le Burning Man. Bah, c'est ça, oui. C'est ça qui a cartonné. Là aussi, belle expérience. C'est quelque chose de totalement incroyable. Et je pense que c'était vraiment un très bon sujet pour ce que je fais, parce que comme moi, je filme, je me filme moi en immersion dans les environnements, et que ce matériel me permet de filmer les atmosphères, on n'a pas besoin de raconter, ça passe. Que forcément, j'ai pu montrer cette folie de Burning Man. Ça a permis de la faire ressentir. D'une part, voilà, au lieu de la raconter. Et de la faire admettre d'autre part. Oui, dans l'ensemble, c'est quand même assez bien passé. Ouais. C'est quand même passé sur France 5 pendant les vacances de Noël. Ouais. Alors, c'était une version qui était un tout petit peu édulcorée, mais pas de manière excessive. Mais bon, il y avait pas le Space Cookie, parce qu'à un moment, je me suis laissé aller goûter ça, et je vous garantis que je ne vais pas recommencer, parce que ça ne m'a pas plu du tout. Mais c'est un endroit... Mais c'est intéressant, moi je trouve que c'est important qu'il y ait des endroits comme ça aussi. C'est un peu la même chose que le carnaval. Parce que le carnaval, au départ, parce que maintenant il est un peu aseptisé, mais au départ, le carnaval, c'était le moment où on pouvait se lâcher. Absolument. On pouvait faire tout ce qu'on ne faisait pas. C'était après le carême. On se masquait pour qu'on puisse en plus être anonyme
Donc, je veux dire, je crois que dans les couples, il y a quelques centaines d'années, ça a commencé quand, je ne sais pas, mais il y avait, ça se lâchait bien. Et Burning Man, c'est ça. C'est le nouveau carnaval, d'une certaine manière, où on peut faire ce qu'on ne fait pas ailleurs, et on s'autorise une semaine pour le faire, et le reste de l'année, on ne le fait pas. Et les Américains, d'ailleurs, sont encore plus excessifs que nous là-dessus, c'est-à-dire que le reste de l'année, ils sont beaucoup plus respectueux de plein de lois que peuvent l'être les Français. Mais par contre, quand ils se lâchent à Burning Man, ils y vont bien, quoi. Voilà. C'est pas terminé, j'irai dormir chez vous. C'est pas du tout terminé. Je suis rentré il y a 4 jours. Attendez quoi, lundi. Il y a 3 jours du dernier tournage qui était en Italie. Et j'ai déjà 3 autres épisodes qui sont prêts, qui sont Uruguay, Irlande et Barbade et Sainte-Lucie. Et c'est vraiment... j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter parce que je me fais plaisir. De temps en temps, je fais des pauses. Au début, d'ailleurs, j'ai dit que je m'arrêtais. Et puis, j'ai pas eu envie, quoi. Mais je me suis arrêté quand même déjà plusieurs fois, 1 an. Ah oui. Ah oui, il faut débrancher parce qu'après, tu rentres dans une routine et quelle que soit la routine, c'est jamais bon. Même une routine exceptionnelle, c'est pas bon. Et vous allez présenter votre nouveau bouquin ici à l'occasion de ce festival que vous n'avez pas encore vu. Mais non, je ne l'ai pas vu terminer, ce livre. C'est le tome 2 de J'irai dormir chez vous, Carnet d'un voyageur taquin. Et en fait, d'une part, je ne l'ai pas vu, et puis c'est une surprise parce que je ne savais même pas qu'il était là, ce livre. Puisqu'il sort normalement jeudi et que là, on l'a en avant-première. Eh ben, super. C'est le festival, c'est Virginie qui s'est bien débrouillée pour l'avoir en exclusivité ici. Eh ben, très bien. Antoine, je vous remercie d'avoir passé ces quelques petits moments. Je sentais que tu allais me serrer la main, mais je ne sais pas. Eh ben, on se serre la main. En tout cas, c'est fait. C'est fait. Et puis, on se revoit pendant le festival. Avec plaisir. Un bon festival et puis de bons moments surtout, parce que c'est ça aussi qui est important. Je pense qu'on est plutôt parti bien. Ouais, je crois aussi. Ouais. Merci.